Elle a menti en disant qu'elle était la fiancée de son pire ennemi, sans savoir qu'il en rêvait. Lors d'une réunion décisive pour sauver l'entreprise, une jeune assistante improvise un mensonge audacieux. Elle prétend être la fiancée de son patron, un puissant milliardaire, pour convaincre un investisseur. La supercherie fonctionne, mais tous deux se retrouvent piégés dans un dangereux jeu d'apparence, où la frontière entre mensonge et désir commence à s'estomper. Pardon d'interrompre votre histoire, mais si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Soutenez cette chaîne pour nous aider à grandir, et que la vie vous le rende au centuple. Merci et bonne lecture. Au dernier étage de l'imposante tour Beaumont, située au cœur de la Défense à Paris, l'attention était à couper au couteau. Depuis les immenses baies vitrées, on pouvait admirer la silhouette de la capitale française, avec ses monuments historiques se mêlant au gratte-ciel moderne. Mais dans cette salle de réunion, en marbre travertin et verre trempé, personne ne prêtait attention au paysage urbain. Chloé Martin, assistante de direction de 26 ans, se tenait debout près de la table en acajou, observant avec une nervosité croissante la réunion la plus importante de l'année. Ses mains, à la manucure parfaite, tenaient un dossier de documents confidentiels, tandis que son cœur battait de plus en plus fort sous son blazer bleu marine à la coupe impeccable. Face à elle, Sébastien Beaumont, PDG du groupe le plus puissant de France dans le secteur de l'immobilier de luxe et de l'hôtellerie, conservait son sang-froid calculateur caractéristique. À 34 ans, il avait hérité de l'empire familial et l'avait décuplé, se forgeant une réputation d'homme d'affaires implacable. Son costume italien gris anthracite et ses cheveux noirs parfaitement coiffés en arrière lui donnaient un air intimidant qui avait fait trembler des concurrents bien plus expérimentés. De l'autre côté de la table, M. Hiroshi Tanaka, un investisseur japonais réputé pour anéantir des entreprises entières d'une seule décision, examinait méticuleusement chaque document avec la précision d'un chirurgien. Ses petits yeux noirs ne laissaient passer aucun détail, et Chloé savait que l'avenir de l'entreprise et le sien dépendaient de cette réunion. « Comme vous pouvez le constater, Monsieur Tanaka, » disait Sébastien d'une voix ferme, « nos projets sur la Côte d'Azur ont dépassé toutes les attentes. Le complexe hôtelier de Saint-Tropez a généré des profits de 300% en à peine 2 ans. » Tanaka hocha lentement la tête, ses doigts tambourinant sur la table. « Impressionnant, Monsieur Beaumont. Cependant, je suis plus intéressé par l'avenir que par le passé. Quels sont vos plans d'expansion ?» C'est alors que tout a basculé. Sébastien, peut-être sous la pression de l'instant, ou peut-être trop confiant en sa propre capacité de persuasion, mentionna sans réfléchir « Nous développons un projet révolutionnaire en Corse, un resort écologique qui changera complètement le concept de tourisme durable en France. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Chloé eut l'impression que l'air s'était évaporé de la pièce. Ce projet n'avait pas encore été approuvé par le conseil d'administration. C'était une information ultra confidentielle qui pourrait tout ruiner si elle parvenait aux oreilles de la concurrence avant l'heure. Les yeux de Tanaka s'illuminèrent d'une lueur dangereuse. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux se dessina sur ses lèvres. Intéressant, très intéressant. Et quand pourrons-nous voir les détails de ce projet révolutionnaire ? Sébastien se crispa visiblement. Ses jointures blanchirent alors qu'il serrait les poings sous la table. Chloé connaissait cette expression. C'était la même qu'il arborait lorsqu'il était sur le point de perdre son sang-froid, mais devait garder contenance. « Eh bien, c'est encore préliminaire », balbutia Sébastien, et Chloé ne l'avait jamais vu aussi vulnérable. « Oh, je comprends », murmura Tanaka, en se penchant en arrière sur sa chaise avec un air de supériorité. « Des projets préliminaires, bien sûr. Peut-être ferais-je mieux de reconsidérer mon investissement. Les entreprises qui bâtissent des châteaux en Espagne ne m'intéressent pas. » La panique s'empara de Chloé. Elle savait exactement ce que cette phrase signifiait. Tanaka était sur le point de retirer les 200 millions d'euros d'investissement dont le groupe Beaumont avait désespérément besoin pour ses prochains développements. Sans ce capital, l'entreprise ferait face à une crise financière qui pourrait la mener à la faillite. Son esprit tourna à plein régime. Elle pensa à sa famille à Vincennes, à sa mère qui dépendait de son salaire pour ses médicaments contre le diabète, à ses jeunes frères qui poursuivaient leurs études universitaires grâce à son travail. Elle pensa aux milliers d'employés du groupe Beaumont qui perdraient leur emploi si l'entreprise s'effondrait. Et alors, sans savoir d'où elle tira ce courage, elle s'approcha de la table d'un pas ferme. « Pardonnez mon interruption », dit-elle d'une voix claire et assurée, ce qui amena les deux hommes à la regarder avec surprise. « Je crois qu'il y a un petit malentendu. »
Sébastien la foudroya du regard, ses yeux gris brillants d'un avertissement, mais Chloé avait déjà franchi le point de non-retour. « Voyez-vous, monsieur Tanaka, continua-t-elle, sentant ses joues rougir, mais gardant une voix ferme, mon fiancé ici présent est un peu secret quand il s'agit de ces surprises romantiques. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les retenir. Sébastien la regarda comme si une deuxième tête venait de lui pousser, mais Chloé continua, improvisant désespérément. « Le projet en Corse n'est pas seulement un développement commercial, » expliqua-t-elle en se rapprochant un peu plus de Sébastien et en posant doucement une main sur son épaule, sentant la tension de ses muscles sous le tissu fin du costume. « C'est une partie de la surprise qu'il organise pour notre mariage. Un resort où nous célébrerons notre lune de miel et qui symbolisera notre engagement envers l'environnement et le développement durable de notre pays. » Le silence dans la pièce était si dense qu'on pouvait entendre les klaxons de la circulation 25 étages plus bas sur les Champs-Élysées. Chloé sentit le monde s'arrêter, tandis qu'elle attendait la réaction des deux hommes. Tanaka fut le premier à parler, et à la surprise de tous, il éclata d'un rire sincère. « Magnifique !» s'exclama-t-il en frappant la table avec enthousiasme. « Un projet avec un cœur. Monsieur Beaumont, je ne vous savais pas si romantique. Cela change complètement ma perspective sur cette affaire. » Sébastien, qui peinait encore à comprendre ce qui venait de se passer, parvint à articuler. « Oui, eh bien, je voulais que ce soit une surprise. »« Ça et c'en est une, » ajouta Chloé, sentant son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre dans tout l'étage. « C'est pourquoi nous n'avons pas encore finalisé les détails. Nous voulons que ce soit parfait. » Extraordinaire. Tanaka se leva et se mit à arpenter la pièce avec une énergie renouvelée. Un complexe hôtelier construit par amour, pour l'amour. Le storytelling marketing se vendra tout seul. Les touristes adoreront l'histoire romantique derrière le projet. Pendant les 30 minutes qui suivirent, la réunion prit une tournure complètement différente. Tanaka, enchanté par les histoires d'amour derrière le projet, non seulement confirma son investissement initial, mais proposa de l'augmenter de 50 millions d'euros supplémentaires pour le projet le plus romantique du siècle. Quand Tanaka se retira enfin, promettant d'envoyer les contrats dans l'après-midi même, la salle fut plongée dans un silence de mort. Chloé restait debout près de la fenêtre, observant le soleil couchant peindre les bâtiments de la ville de teinte dorée, essayant de réaliser ce qu'elle venait de faire. Sébastien s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le marbre poli. Quand il parla, sa voix était dangereusement basse, chargée d'une fureur contenue qui fit parcourir un frisson dans le dos de Chloé. « Chloé » murmura-t-il, prononçant son nom comme si c'était une malédiction. « Vous rendez-vous compte de ce que vous venez de faire ?» Elle se tourna pour lui faire face, relevant le menton avec une bravoure qu'elle ne se connaissait pas. « J'ai sauvé le contrat, j'ai sauvé l'entreprise, et j'ai probablement sauvé vos fesses aussi. » Les yeux de Sébastien s'assombrirent dangereusement. « Ne me parlez pas sur ce ton. Je suis votre patron, pas votre... »« Pas mon quoi ?» l'interrompit Chloé, sentant l'adrénaline courir encore dans ses veines. « Pas votre fiancé, parce que c'est exactement ce que vous avez laissé croire à Tanaka sans me contredire une seule fois. » Sébastien se rapprocha, si près que Chloé put sentir son parfum de luxe mêlé à quelque chose de plus intense, de plus masculin. « Ceci va avoir des conséquences que vous ne pouvez même pas imaginer. »« Je le sais déjà, » répondit-elle, surprise de sa propre fermeté. « Mais c'était ça, ou regarder le groupe Beaumont devenir de l'histoire ancienne. Et je n'allais pas laisser ça arriver. » Pendant un instant, quelque chose changea dans l'expression de Sébastien. Une fraction de seconde, Chloé crut voir quelque chose qui ressemblait à du respect dans ses yeux gris. Mais la sensation s'évanouit aussi vite qu'elle était venue. « Ça ne se termine pas ici, » murmura-t-il, son souffle chaud frôlant à peine son oreille. « Vous venez d'entrer dans un jeu très dangereux, Chloé Martin. J'espère que vous êtes prête pour les conséquences. » Alors que Sébastien se dirigeait d'un pas ferme vers la porte, Chloé resta seule dans la salle de réunion, le cœur battant toujours à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle ramassait les documents éparpillés sur la table. Elle ne savait pas si elle venait de prendre la décision la plus courageuse ou la plus stupide de sa vie. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle venait de tout changer entre elle et l'homme le plus puissant et le plus dangereux qu'elle connaissait. Et pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, une partie d'elle se sentait étrangement excitée à l'idée de découvrir ce qui allait suivre. 3 heures après la rencontre avec Tanaka, alors que les lumières de Paris commençaient à scintiller comme des étoiles terrestres, Chloé reçut l'appel qu'elle attendait et redoutait à la fois. « Mademoiselle Martin, Monsieur Beaumont vous demande dans son bureau. »
Immédiatement, annonça la voix froide de Patricia, la secrétaire personnelle de Sébastien. Chloé ferma les yeux et respira profondément. Elle avait passé les dernières heures à essayer de se concentrer sur ses tâches habituelles, mais son esprit ne cessait de rejouer les événements de l'après-midi. Chaque fois qu'elle se souvenait de l'expression de Sébastien lorsqu'elle avait prononcé ces mots fatidiques, elle sentait un nœud dans son estomac. L'ascenseur sembla monter plus lentement que d'habitude, vers le 42e étage, où se trouvait le bureau principal. Les portes s'ouvrirent avec un doux « ding », révélant le couloir moquetté menant au sein des seins de Sébastien Beaumont. Le bureau occupait tout un angle du bâtiment, avec des baies vitrées allant du sol au plafond qui offraient une vue spectaculaire sur la place de la Concorde et la tour Eiffel au loin. Le design était d'un minimalisme impeccable, des murs d'un blanc immaculé, des meubles aux lignes épurées dans des tons de gris et de noir, et à peine quelques éléments décoratifs soigneusement sélectionnés. Un buste en marbre de l'époque napoléonienne reposait sur une console, unique clin d'œil à ses racines françaises dans cette ambiance presque clinique. Sébastien se tenait debout devant les fenêtres, les mains jointes derrière le dos, observant la ville qui s'étendait à ses pieds. Il ne se retourna pas quand elle entra, mais Chloé put voir son reflet dans la vitre, mâchoire crispée, sourcils froncés, l'image même du contrôle à peine contenu. « Fermez la porte », ordonna-t-il sans se retourner. Le bruit du verrou en se fermant résonna dans le silence comme un coup de feu. Chloé resta près de l'entrée, le menton haut et les mains fermement jointes devant elle. « Asseyez-vous », dit-il en se tournant enfin. « Je préfère rester debout. » Les yeux gris de Sébastien se plissèrent dangereusement. Ce n'était pas une suggestion. Ma réponse non plus. Pendant un instant, quelque chose qui aurait pu être de l'admiration traversa son visage, mais cela disparut si vite que Chloé douta de l'avoir imaginé. Sébastien se dirigea vers son bureau en verre et s'appuya contre lui, croisant les bras. Le geste tendit le tissu de sa chemise blanche, révélant la musculature qui se cachait sous l'élégance de son costume. « À quoi diable pensiez-vous » Sa voix était dangereusement basse. Chaque mot mesuré et chargé d'une fureur contenue. Chloé haussa les épaules. « Je pensais à sauver le contrat le plus important de l'année. Je pensais aux emplois de 3000 personnes. Je pensais que votre orgueil ne valait pas 200 millions d'euros. » « Mon orgueil ?» Sébastien se redressa, l'air autour de lui crépitant presque de tension. « Vous osez me parler d'orgueil après avoir inventé une farce qui pourrait détruire tout ce que j'ai construit. Ce que vous avez construit était déjà sur le point d'être détruit, » explosa Chloé en faisant un pas vers lui. « J'ai vu votre visage quand Tanaka a mentionné reconsidérer l'investissement. J'ai vu la panique dans vos yeux. Vous perdiez le contrôle de la situation et vous le saviez. L'accusation le frappa comme un coup de poing. Sébastien se tendit visiblement, ses jointures blanchissant tandis qu'il serrait les poings. « Personne ne me parle comme ça. Personne. »« Eh bien, il fallait bien que quelqu'un le fasse, » répliqua Chloé, sentant l'adrénaline affluer. « Votre ego allait tout vous coûter. Et votre solution a été d'inventer que nous sommes fiancés ?» La voix de Sébastien monta légèrement d'un ton. « Avez-vous une idée des complications que cela va entraîner? De ce que signifie mentir à un investisseur de la trempe de Tanaka? Cela signifie que le groupe Beaumont est toujours debout, » répondit-elle fermement. « Cela signifie que demain, 3000 familles auront encore de quoi vivre. Cela signifie que votre entreprise ne deviendra pas une autre statistique de faillite. » Sébastien fit plusieurs pas dans la pièce, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les décoiffant pour la première fois depuis que Chloé le connaissait. « C'est un désastre, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Un putain de désastre. Seulement si vous en faites un. » Il s'arrêta et la regarda fixement. « Que voulez-vous dire ?» Chloé respira profondément avant de répondre. « Tanaka signera les contrats dans 2 semaines. Nous devons juste maintenir la farce jusqu'à ce moment-là. Une fois que l'argent sera sur les comptes de l'entreprise, nous pourrons trouver un moyen élégant de mettre fin aux fiançailles. » Maintenir la farce? Sébastien laissa échapper un rire amer. « Avez-vous la moindre idée de ce que cela implique? Apparition publique, événements mondains, convaincre mes associés, ma famille. Je n'ai pas choisi ça, » lui rappela Chloé. « Mais je suis prête à en assumer les conséquences si vous l'êtes aussi. » Sébastien s'approcha lentement, si près que Chloé put voir les paillettes dorées dans ses yeux gris, put sentir la chaleur qui émanait de son corps. « Êtes-vous sûr de pouvoir gérer ça ?» Sa voix n'était qu'un murmure, mais chargée d'une intensité qui accéléra le pouls de Chloé. « Êtes-vous sûr de pouvoir feindre de m'aimer devant toute la haute société parisienne ? » « Je peux feindre n'importe quoi si c'est nécessaire, » répondit-elle, bien que sa voix tremblât légèrement. « Très bien. » Sébastien recula et se dirigea de nouveau vers les fenêtres.
Alors il en sera ainsi. À partir de demain, vous êtes officiellement ma fiancée. Mais avec des conditions, ajouta rapidement Chloé. Il haussa un sourcil. Des conditions? Ceci n'est qu'une comédie. Uniquement pour le public. En privé, notre relation reste strictement professionnelle. Pas de familiarité, pas de... Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. Rien qui puisse brouiller les pistes. Sébastien sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Avez-vous peur de ne pas pouvoir résister à mon charme naturel? J'ai peur que vous ne confondiez la comédie et la réalité, répliqua-t-elle, sentant ses joues rougir. Ne vous inquiétez pas pour ça, murmura-t-il en se dirigeant vers son bureau. Je connais parfaitement la différence entre le vrai et le faux, surtout quand il s'agit des femmes. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit ressentir à Chloé une pointe de quelque chose qu'elle ne sut identifier. De la curiosité, de la pitié, une douleur passée. Alors nous sommes d'accord, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Chloé, la voix de Sébastien l'arrêta, la main sur la poignée. Quand elle se retourna, il la regardait avec une expression indéchiffrable. J'espère que vous comprenez dans quoi vous venez de vous embarquer. Ce monde, mon monde, n'est pas tendre avec ceux qui n'en font pas partie. Vous ne me faites pas peur, Sébastien, mentit-elle. Peut-être que je devrais, murmura-t-il, mais sa voix semblait plus lasse que menaçante. Chloé sortit du bureau, les jambes tremblant légèrement. Ce n'est que lorsqu'elle fut sûre qu'il ne pouvait plus la voir, qu'elle s'appuya contre le mur du couloir et ferma les yeux. Dans quoi s'était-elle fourrée? En moins de 24 heures, elle était passée de simple assistante de direction à la fausse fiancée de l'homme le plus puissant et le plus compliqué qu'elle ait jamais connu. Et ce qui l'effrayait le plus n'était pas la farce elle-même, mais la façon dont son cœur avait battu quand il s'était approché si près qu'elle aurait pu compter ses cils. Cela allait être bien plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Les 2 semaines suivantes se transformèrent en un tourbillon d'événements mondains que Chloé n'aurait jamais imaginé vivre. Sa garde-robe changea radicalement grâce à la générosité de Sébastien, qui engagea une personal shopper pour s'assurer que sa fiancée soit impeccable à chaque apparition publique. Le premier événement fut un dîner de charité au très exclusif Cercle des Affaires, dans le 8e arrondissement. Chloé arriva au bras de Sébastien, vêtue d'une robe en soie bleu nuit qui épousait parfaitement sa silhouette, avec des talons qui la faisaient marcher avec une élégance qu'elle ne se connaissait pas. « Rappelez-vous » lui murmura Sébastien à l'oreille, alors qu'ils entrèrent dans le salon principal. « Souriez, mais pas trop. Parlez, mais pas plus que nécessaire. Et s'il vous plaît, ne mentionnez pas que votre famille vit à Vincennes. »« Mes origines vous font honte ?» lui demanda-t-elle avec un sourire parfait collé aux lèvres, saluant de la main les invités qui les observaient avec curiosité. « Ce sont les commérages qui me font honte, » répondit-il, plaçant sa main dans le bas de son dos pour la guider vers leur table. Le contact, bien que fin, envoya une décharge de chaleur dans tout le corps de Chloé. Le dîner se déroula sans accroc. Chloé découvrit qu'elle avait un talent naturel pour la conversation élégante, répondant avec grâce aux questions indiscrètes des épouses des entrepreneurs les plus puissants de France. Elle parla d'art, de littérature et de voyages qu'elle n'avait jamais faits, improvisant avec une aisance qui surprit même Sébastien. « Votre fiancée est charmante », lui commenta Éléonore de Courcy, épouse du magnate du textile, tout en observant Chloé converser avec animation avec un groupe de jeunes entrepreneuses. « Où l'aviez-vous cachée ?» Sébastien suivit le regard de la femme et resta hypnotisé un instant. Chloé riait sincèrement à quelque chose qu'avait dit Aurore Leclerc, l'héritière d'une chaîne hôtelière, et la façon dont ses yeux brillaient sous les lumières du lustre était troublante. « Elle a beaucoup voyagé », mentit-il sans la quitter des yeux. « Des études à l'étranger. » Ce n'était pas entièrement faux. Chloé avait étudié la gestion d'entreprise à la Sorbonne, et bien qu'elle n'ait jamais quitté le pays, son intelligence naturelle la faisait paraître cultivée et sophistiquée. Le deuxième événement fut encore plus difficile. Un cocktail dans la résidence privée de la famille de Vigny à Neuilly-sur-Seine. La maison, un hôtel particulier de style néoclassique avec des jardins qui semblaient sortis d'un magazine, intimida Chloé un instant. « Tranquille », lui chuchota Sébastien en remarquant sa nervosité alors qu'ils attendaient à l'entrée. « Souvenez-vous juste que vous êtes mon égal. Ne laissez personne vous faire sentir inférieur. » Ce soir-là, Chloé portait une robe couleur bordeaux qui mettait en valeur sa peau mate et ses cheveux bruns relevés en un élégant chignon. Les hommes ne pouvaient s'empêcher de la regarder, et les femmes alternaient entre admiration et envie mal dissimulée. Sébastien réalisa quelque chose de troublant. Il n'aimait pas la façon dont les autres hommes observaient Chloé.
Quand Richard de Vigny, l'hôte célibataire connu pour sa collection de belles femmes, s'approcha un peu trop près lors d'une conversation, Sébastien se matérialisa à ses côtés avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Chérie, dit-il en passant un bras possessif autour de la taille de Chloé, je te cherchais. » Le contact fut plus intense que ce à quoi l'un ou l'autre s'attendait. Chloé sentit comme si un courant électrique parcourait tout son corps depuis le point où la main de Sébastien reposait. Lui, de son côté, dut faire un effort conscient pour ne pas l'attirer davantage vers lui. « Je faisais juste connaissance avec ta fiancée », dit Richard avec un sourire que Sébastien connaissait bien. « Elle est absolument fascinante. »« Oui, elle l'est, » murmura Sébastien, mais ses yeux étaient fixés sur Chloé, pas sur Richard. Le moment le plus dangereux arriva lors de la 3e semaine, lors d'un dîner privé avec Tanaka et d'autres investisseurs japonais au restaurant L'Essence. L'atmosphère était intime, avec seulement 8 personnes autour d'une table soigneusement dressée avec le meilleur de la gastronomie française contemporaine. « Apportons un toast », proposa Tanaka à l'arrivée du dessert, levant son verre de cognac. « À l'amour véritable et aux affaires prospères. » Tous levèrent leur verre. Chloé attrapa le sien en même temps que Sébastien, et leurs doigts se frôlèrent autour du cristal. Ce fut un contact minime, à peine quelques secondes, mais l'effet fut dévastateur. Leurs regards se croisèrent un par-dessus les verres, et pour la première fois depuis le début de la farce, Chloé vit quelque chose de réel dans les yeux gris de Sébastien. Ce n'était pas la froideur calculatrice habituelle, ni l'irritation contenue. C'était quelque chose de plus primitif, de plus dangereux. Le temps sembla s'arrêter. Les bruits de la conversation s'estompèrent, les lumières du restaurant devinrent floues. Il n'existait plus que deux, ce contact minime mais électrique, et la compréhension soudaine que quelque chose était en train de changer irrévocablement entre eux. « À l'amour véritable », murmura Sébastien sans la quitter des yeux, et Chloé sut qu'il ne jouait plus la comédie. « À l'amour véritable », répéta-t-elle d'une voix à peine audible, se sentant comme si elle sautait d'une falaise sans parachute. Ils trinquèrent, burent, et reprirent le fil de la conversation, mais quelque chose de fondamental avait changé. Pendant le reste du dîner, Sébastien fut plus attentif, plus protecteur. Quand Chloé mentionna qu'elle avait froid, il lui offrit immédiatement sa veste. Quand elle riait de quelque chose, il souriait sincèrement, pas avec le sourire calculé qu'il réservait aux affaires. Dans la voiture du retour, le silence était dense, chargé d'une tension qu'aucun des deux ne savait comment gérer. « Vous vous en sortez très bien », dit finalement Sébastien, rompant le silence tout en observant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. « Merci », répondit Chloé, n'osant pas le regarder directement. Tellement bien que parfois, il s'arrêta comme s'il allait dire quelque chose qu'il ne devait pas. Quoi? Rien. Le masque froid reprit sa place. Juste que Tanaka est complètement convaincu. Il signera les contrats la semaine prochaine. Chloé hocha la tête, mais sentit une étrange pointe au cœur. Était-ce du soulagement? De la déception? Elle n'était pas sûre. Ce qu'elle savait, c'est que chaque événement, chaque regard partagé, chaque frôlement accidentel tissait une toile dont il serait de plus en plus difficile de s'échapper. Et le plus terrifiant de tout, c'est qu'elle n'était plus sûre de vouloir le faire. La brise marine de Saint-Tropez portait avec elle le parfum salé de la Méditerranée, tandis que le yacht, le Zéphyr, voguait doucement sur les eaux cristallines de la baie. C'était la dernière soirée d'une réunion d'affaires réussie avec des investisseurs asiatiques, et Sébastien avait insisté pour célébrer avec un dîner exclusif à bord de son bateau privé. Chloé se trouvait sur le pont principal, appuyée contre la rambarde en acier inoxydable, observant comment la pleine lune se reflétait sur l'eau comme un chemin d'argent liquide. La robe blanche en soie qu'elle portait ondulait doucement avec la brise nocturne, et ses cheveux lâchés dansaient autour de son visage. Le dîner avait été un succès retentissant. Les contrats avec Tanaka étaient pratiquement signés, et les investisseurs supplémentaires qu'ils avaient rencontrés cette semaine promettaient d'injecter encore plus de capital dans le groupe Beaumont. Tout cela grâce à l'histoire d'amour qu'elle et Sébastien avaient construite avec une telle perfection. Mais ce soir-là, quelque chose avait été différent. Pendant le dîner, Hiroshi Nakamura, un jeune entrepreneur héritier d'une chaîne hôtelière japonaise, avait montré un intérêt particulier pour Chloé qui allait au-delà de la courtoisie diplomatique. Il était séduisant, intelligent et parlait un français impeccable. « Sébastien a beaucoup de chance », m'en avait murmuré Hiroshi pendant le toast, se penchant dangereusement près de son oreille. « Si jamais vous changez d'avis sur le mariage… » Chloé avait ri poliment, mais elle avait pu sentir le regard brûlant de Sébastien depuis l'autre bout de la table. Quand leurs yeux s'étaient croisés,
Elle avait vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant en eux, de la jalousie pure et primitive. Maintenant, avec les invités déjà retirés dans leurs cabines respectives ou de retour à terre, Chloé se trouvait seule sur le pont, essayant de digérer les événements de la soirée et la confusion grandissante dans son cœur. « Vous profitez de la vue ?» La voix profonde de Sébastien la fit sursauter. Elle se retourna pour le trouver à quelques mètres de distance, toujours vêtu de sa chemise blanche et de son pantalon en lin noir, mais avec les premiers boutons défaits et les manches retroussées. Il avait l'air moins contrôlé que d'habitude, plus humain. « Elle est magnifique », répondit-elle en se tournant de nouveau vers la mer. Je n'avais pas eu l'occasion de voir Saint-Tropez sous cet angle. Sébastien s'approcha jusqu'à se tenir à ses côtés, ses mains s'agrippant à la rambarde avec plus de force que nécessaire. Vous aviez l'air d'apprécier beaucoup la compagnie de Nakamura ce soir. Il y avait quelque chose dans son ton qui poussa Chloé à le regarder de côté. Ça faisait partie du spectacle, n'est-ce pas? Être charmante avec les investisseurs. C'était seulement ça. La question flotta dans l'air entre eux comme une menace. Chloé se tourna complètement pour lui faire face. Que voulez-vous dire exactement? Je veux dire, Sébastien fit un pas vers elle, ses yeux brillant dangereusement sous la lumière de la lune, que la façon dont vous riez avec lui semblait très réelle, très authentique. Contrairement à tout le reste, c'est ça. La voix de Chloé monta d'un ton, contrairement à cette farce dans laquelle nous vivons depuis presque un mois. C'est tout ce que c'est pour vous. Sébastien se rapprocha encore, si près que Chloé pouvait sentir la tension qui émanait de lui. Juste une farce? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Chloé sentit son cœur commencer à battre de manière erratique. C'est vous-même qui avez fixé les règles. Comédie en public, limite professionnelle. Vous vous souvenez? Les règles peuvent changer. Vraiment? Chloé laissa échapper un rire amer. Depuis quand? Depuis que vous avez vu un autre homme s'intéresser à moi. Les yeux de Sébastien s'assombrirent dangereusement. Je n'aime pas partager ce qui est à moi. À vous? La fureur s'enflamma dans la poitrine de Chloé comme une flamme. Je ne suis pas à vous, Sébastien. Je suis une employée qui fait son travail. Rien de plus. Rien de plus? Sa voix n'était qu'un murmure, mais chargée d'une intensité qui assécha la gorge de Chloé. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez l'essence? Qu'est-ce que cette tension entre nous chaque fois que nous sommes seuls? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous mentez. Sébastien réduisit la distance entre eux jusqu'à ce que Chloé puisse sentir la chaleur de son corps. Vous mentez aussi mal que moi quand j'essaye de me convaincre que ce n'est qu'un accord commercial. Sébastien, son nom sortit des lèvres de Chloé comme une supplique, bien qu'elle ne sût pas ce qu'elle demandait. « Dites-moi que ce n'est que de la comédie », murmura-t-il en levant une main pour caresser doucement sa joue. « Dites-moi que vous ne ressentez rien quand je vous touche. Dites-moi que votre cœur ne s'accélère pas quand nous sommes si proches. » Chloé ferma les yeux à son contact, sentant sa résolution s'effondrer. « Je ne peux pas. »« Ça, pourquoi pas? Parce que ce serait mentir, » chuchota-t-elle en ouvrant les yeux pour croiser son regard intense. « Et je suis fatiguée de mentir. Je suis fatiguée de faire semblant de ne rien ressentir quand vous êtes près de moi. Je suis fatiguée de prétendre que mon cœur ne s'arrête pas chaque fois que vous me regardez comme vous le faites maintenant. » L'aveu flotta entre eux comme un pont qu'aucun des deux ne savait s'il fallait traverser. Chloé. La voix de Sébastien était rauque, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Que sommes-nous, Sébastien ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Qu'est-ce qui se passe entre nous ?» Au lieu de répondre avec des mots, Sébastien prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Ce ne fut pas le baiser doux et contrôlé qu'ils auraient pu partager devant les caméras ou les investisseurs. Il était désespéré, affamé, chargé de semaines de tensions refoulées et de désirs niés. C'était le point culminant de tous les regards volés, de tous les frôlements accidentels, de toutes les nuits blanches à se demander ce qui se passerait s'ils arrêtèrent de faire semblant. Chloé répondit avec la même intensité, enroulant ses doigts dans les cheveux de Sébastien, l'attirant plus près comme si elle voulait fusionner avec lui. Il avait le goût du whisky et des promesses dangereuses, de tout ce qui avait été interdit pendant des semaines. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux à bout de souffle, le cœur battant à tout rompre. Ils se regardèrent dans les yeux, voyant leur propre vulnérabilité se refléter dans l'autre. « Ça change tout », murmura Sébastien, son front appuyé contre le sien. « Je sais », chuchota Chloé. « Nous ne pouvons plus prétendre que ce n'est qu'un accord commercial. Non. Nous ne pouvons plus maintenir les limites professionnelles. Non. » Le silence qui suivit était éloquent, chargé de promesses non dites et d'un avenir incertain que ni l'un ni l'autre ne savaient comment naviguer. Sous la pleine lune de Saint-Tropez,
Avec le son des vagues caressant la coque du yacht, ils avaient franchi une ligne sans retour possible. Et pour la première fois en des semaines, aucun des deux ne jouait la comédie. Le lundi suivant leur retour de Saint-Tropez, Chloé arriva au bureau 2 heures avant son horaire habituel. Les rues de la Défense étaient encore couvertes par la brume matinale lorsqu'elle traversa le hall en marbre de la tour Beaumont, saluant d'un signe de tête l'agent de sécurité qui la connaissait depuis 3 ans. Sa stratégie était simple, se plonger dans le travail jusqu'à ce qu'elle puisse se convaincre que le baiser sur le yacht avait été une erreur monumentale. Un moment de faiblesse causé par la pleine lune, le vin et l'atmosphère romantique de la Côte d'Azur. Elle s'installa à son bureau avec un expresso qu'elle avait acheté au comptoir du coin de la rue et commença à examiner méticuleusement les contrats qui arriveraient cette semaine du Japon. Chaque clause, chaque terme juridique, chaque chiffre devint sa bouée de sauvetage contre les pensées qui tentaient d'envahir son esprit. Quand Sébastien arriva à 9 heures précises, comme chaque matin depuis 5 ans, Chloé garda les yeux fixés sur son écran. Elle put sentir sa présence avant même de le voir, comme si son corps avait développé un radar spécial pour le détecter. « Bonjour, mademoiselle Martin », dit-il d'une voix formelle en passant près de son bureau. « Bonjour, monsieur Beaumont », répondit-elle sans lever les yeux, ses doigts tapant furieusement un rapport qu'elle avait déjà terminé 2 fois. Pendant les 3 jours suivants, ils maintinrent cette danse de courtoisie professionnelle et de distance émotionnelle. Chloé ne communiquait avec lui que par email et notes officielles. Lorsqu'il était absolument nécessaire de se parler en personne, elle maintenait la conversation strictement sur des sujets de travail, avec une froideur qui aurait rendu fier Sébastien lui-même. Mais il l'observait. Oh, comme il l'observait. Depuis son bureau panoramique, Sébastien pouvait voir le poste de travail de Chloé à travers les parois de verre de la zone de direction. Il se surprit à compter inconsciemment le nombre de fois où elle passait la main dans ses cheveux quand elle était concentrée, ou la façon dont elle se mordillait légèrement la lèvre inférieure en lisant quelque chose de compliqué. Le mercredi après-midi, lors de la réunion hebdomadaire avec les chefs de service, Sébastien commit une erreur qui le perturba profondément. « Les chiffres de Lyon sont inacceptables », déclara-t-il de sa voix la plus froide, regardant directement Chloé, qui avait présenté le rapport mensuel. « J'attendais plus de compétences de votre part, mademoiselle Martin. » Le silence dans la salle de réunion fut glacial. Tout le monde savait que les chiffres de Lyon avaient été excellents, dépassant les projections de 15%. Il savait aussi que Chloé avait travaillé tard pendant 2 semaines pour obtenir ces résultats. « Excusez-moi, monsieur Beaumont », répondit Chloé d'une voix posée, bien que Sébastien ait pu voir l'étincelle de douleur dans ses yeux avant qu'elle ne relève fièrement le menton. « Mais je crois qu'il y a une erreur dans votre appréciation. Les chiffres de Lyon ont dépassé les attentes, comme vous pouvez le voir à la page 12 du rapport. Revoyez vos calculs, répliqua-t-il, sachant qu'il était injuste mais incapable de s'arrêter. Voir sa vulnérabilité l'avait effrayé, et réagir avec cruauté était son plus ancien mécanisme de défense. « Bien sûr, monsieur », murmura Chloé, et Sébastien détesta la façon dont sa voix trembla presque imperceptiblement. 3 heures plus tard, quand Chloé retourna à son bureau après avoir déjeuné seule à la cafétéria du 15e étage, elle trouva un bouquet de lilas blancs qui l'attendait. Il n'y avait pas de carte, mais elle reconnut immédiatement le parfum doux et enivrant des fleurs préférées qu'elle avait mentionné par hasard lors d'un de leurs premiers rendez-vous factices. « Les lilas venèrent de France », avait-elle raconté à Sébastien lors de ce dîner au cercle, et sa grand-mère en cultivait dans le petit jardin de sa maison à Vincennes. Chaque fois qu'elle les sentait, elle était transportée dans son enfance, aux après-midi à faire des crêpes avec sa grand-mère, tandis que l'arôme des lilas flottait par les fenêtres ouvertes. Chloé resta à regarder les fleurs un long moment, partagée entre la rage et un espoir dangereux qui refusait de mourir. Les mains tremblantes, elle prit le vase et l'emporta aux toilettes, où elle le cacha dans l'armoire de fourniture. Mais le lendemain, quand Sébastien annula brusquement le vol pour Marseille, où ils avaient une réunion prévue avec des investisseurs régionaux, prétextant des complications inattendues, Chloé sut qu'il était aussi perturbé qu'elle. « Des complications ?» demanda Patricia, la secrétaire, confuse. « Mais n'était-ce pas la réunion qu'il préparait depuis 2 mois ?»« Changement de programme », murmura Sébastien, en fermant la porte de son bureau avec plus de force que nécessaire. Le vendredi, la tension entre eux avait atteint un point presque insupportable. Chloé était devenue hyper consciente de chaque mouvement de Sébastien, de chaque fois qu'il sortait de son bureau, de chaque occasion où leurs regards se croisaient accidentellement à travers la vitre. Lors d'une visioconférence avec les associés de Lyon,
Quand Chloé se pencha pour ajuster la caméra, Sébastien perdit complètement le fil de la conversation, hypnotisé par la courbe de son cou, où il pouvait encore s'imaginer déposer des baisers la nuit du yacht. « Monsieur Beaumont ?» La voix d'Édouard Fournier, l'associé principal, le tira de sa rêverie. « Êtes-vous d'accord avec les termes proposés ?»« Bien sûr », répondit-il automatiquement, sans savoir exactement à quoi il avait consenti. Après la visioconférence, Chloé s'approcha de son bureau, un rapport à la main. C'était la première fois en une semaine qu'elle s'adressait directement à lui. « J'ai besoin que vous vérifiiez ces documents », dit-elle d'une voix professionnelle, mais Sébastien remarqua qu'elle évitait de le regarder dans les yeux. Quand elle lui tendit les papiers, leurs doigts se frôlèrent brièvement. Ce fut un contact minime, à peine une seconde, mais suffisant pour qu'ils ressentent tous deux cette décharge électrique familière. Chloé retira sa main, comme si elle s'était brûlée. « Merci », murmura Sébastien, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « De rien », répondit-elle, en s'éloignant rapidement vers son bureau. Ce soir-là, Chloé resta travailler tard, attendant que l'immeuble se vide pour éviter de croiser Sébastien dans l'ascenseur. Quand elle sortit enfin à 22 heures, elle trouva sa voiture dans le parking souterrain avec une note sous l'essuie-glace. « Désolé pour mercredi, tu ne méritais pas ça. S. » Chloé froissa la note entre ses mains, mais ne put empêcher son cœur de s'accélérer. Elle resta là dans le parking éclairé par des néons, sentant le poids de la confusion qui l'avait poursuivi toute la semaine. Que faisait-il ? Quel était ce jeu cruel de rapprochement et d'éloignement, de blessures et de réconfort, de feindre l'indifférence tout en se consumant de l'intérieur? Elle monta dans sa voiture les mains tremblantes, sachant qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi bien longtemps. Quelque chose devait céder, et bientôt. La question était, qui des deux se rendrait le premier à cette attraction impossible qui menaçait de tout détruire? Le vendredi à 18 heures, alors que la plupart des employés de la Tour Beaumont avaient déjà quitté leur bureau pour profiter du week-end, l'appel qui allait tout changer arriva. « Monsieur Beaumont », la voix de Patricia semblait tendue à travers l'interphone, « j'ai Maître Ramirez sur la ligne 2. Il dit que c'est urgent concernant le projet de Biarritz. » Sébastien leva les yeux des contrats japonais qu'il avait relus pour la 3e fois cet après-midi, une tactique pour garder son esprit occupé et loin d'une certaine assistante de direction qui travaillait à quelques mètres de lui. La conversation dura à peine 5 minutes, mais elles suffirent à faire vaciller son monde. Les permis environnementaux pour le complexe touristique de Biarritz avaient été révoqués de manière inattendue. Le projet évalué à 150 millions d'euros et dont la construction devait commencer lundi était officiellement annulé. « Merde !» rugit Sébastien en claquant le téléphone sur son bureau avec une telle force que le verre se fissura. Chloé leva un regard alarmé depuis son bureau. À travers les parois de verre, elle put voir la fureur et le désespoir sur le visage de Sébastien. Sans réfléchir, elle se leva et frappa doucement à sa porte. « Sébastien, que s'est-il passé ?» Il lui expliqua la situation d'une voix entrecoupée. La révocation des permis signifiait non seulement la perte du projet, mais aussi de possibles poursuites judiciaires millionnaires de la part des investisseurs qui avaient déjà engagé des capitaux. « Nous devons trouver une solution avant lundi », murmura-t-il en passant les mains dans ses cheveux avec désespoir. « Et nous ne pouvons pas présenter un plan alternatif aux investisseurs. Le groupe Beaumont fera face à la plus grande crise de son histoire. » Chloé regarda sa montre. Il était 18h30, un vendredi. Ils avaient moins de 60 heures. « Alors au travail », dit-elle simplement en retournant à son bureau pour chercher tous les documents relatifs à Biarritz. Pendant les 4 heures suivantes, ils travaillèrent côte à côte dans le bureau de Sébastien, entourés de montagnes de papier, d'ordinateurs portables et de tasses de café qui refroidissaient sans être touchées. Chloé avait appelé plusieurs contacts à Biarritz, tandis que Sébastien communiquait avec des avocats spécialisés en droit de l'environnement et des fonctionnaires. À 22 heures, ils commandèrent à une brasserie parisienne voisine qui livrait tard le soir. Ils mangèrent en silence, l'urgence de la situation faisant passer leur tension personnelle au second plan. « J'ai trouvé quelque chose », annonça Chloé vers minuit, pointant son écran. « Il y a un terrain alternatif dans la zone hôtelière de Biarritz. Il est préapprouvé pour des développements touristiques et appartient à la région. » Sébastien s'approcha pour vérifier l'information, se tenant si près que Chloé put sentir son parfum de luxe mêlé à la fatigue de la nuit. Ils essayaient de maintenir une distance professionnelle, mais la proximité forcée mettait à mal leur défense soigneusement construite. « C'est parfait », murmura-t-il en étudiant les plans, encore mieux situés que le terrain d'origine. Ils continuèrent à travailler jusqu'à 2 heures du matin,
lorsque Chloé commença à piquer du nez sur son ordinateur portable. L'épuisement de la semaine, combiné à la tension émotionnelle et aux longues heures, la rattrapait enfin. « Reposez-vous un peu », lui dit doucement Sébastien. « Je vais continuer avec les calculs financiers. »« Non, ça va », insista-t-elle, mais ses yeux se fermaient involontairement. « Chloé », sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Allongez-vous sur le canapé pendant 1 heure. Je vous réveillerai si j'ai besoin de quelque chose. » Trop fatiguée pour discuter, Chloé se dirigea vers l'élégant canapé en cuir noir qui occupait un coin du bureau. Sébastien lui apporta une couverture en cachemire qu'il gardait dans son armoire privée. « Merci », murmura-t-elle, en se blottissant sous le tissu doux. Sébastien retourna à son bureau, mais il lui fut impossible de se concentrer sur les chiffres qui dansaient devant ses yeux. À la place, il se surprit à observer la silhouette endormie de Chloé, remarquant comment sa respiration était devenue profonde et régulière, comment une mèche de cheveux tombait sur sa joue. À 4 heures du matin, ce fut Sébastien qui céda finalement à la fatigue. Il s'appuya contre son fauteuil de direction, fermant les yeux pour ce qu'il pensait ne serait qu'un instant. Chloé se réveilla peu après l'aube. La lumière dorée du samedi matin filtrait à travers les immenses baies vitrées, illuminant le bureau de teintes chaudes et apaisantes. Elle se redressa lentement, désorientée un instant, jusqu'à ce que la réalité de la nuit passée lui revienne en mémoire. Sébastien dormait sur sa chaise, la tête inclinée sur le côté, son expression plus détendue que Chloé ne l'avait jamais vue. Sans son froncement de sourcils constant et sa mâchoire crispée, il paraissait plus jeune, presque vulnérable. C'était une facette de lui qu'elle n'aurait jamais cru possible d'apercevoir, une fissure dans l'armure de fer qu'il présentait au monde. Elle s'approcha silencieusement, sur la pointe des pieds, retenant sa respiration comme si le moindre son pouvait briser ce moment de quiétude fragile. Elle l'observa pendant de longues secondes, mémorisant chaque détail. Dans le sommeil, les lignes de tension autour de ses yeux s'étaient effacées, révélant non pas le PDG impitoyable, mais l'homme qui se cachait derrière ce masque. Une mèche de cheveux noirs était tombée sur son front, et Chloé ressentit une impulsion presque irrésistible de la repousser, un geste d'une intimité qu'elle n'osait pas s'autoriser. Elle voyait la fatigue gravée sur ses traits, le poids de l'empire qu'il portait sur ses épaules, un fardeau qu'il ne déposait jamais, même dans le sommeil. Elle comprit à cet instant que sa force n'était pas une absence de faiblesse, mais une maîtrise parfaite de leur dissimulation. « Vous ne devriez pas me voir comme ça », murmura Sébastien sans ouvrir les yeux, la faisant sursauter. Sa voix était rauque, empreinte de sommeil, mais parfaitement lucide. « Je suis désolée, commença-t-elle, sentant une rougeur de gêne monter à ses joues, comme si elle avait été surprise à épier une scène interdite. Non, il ouvrit lentement les yeux. Ses iris gris, habituellement aussi perçants que l'acier, étaient voilés, adoucis par la fatigue. Ne vous excusez pas. C'est juste que je n'ai pas l'habitude que les gens me voient sans mes défenses. Chloé s'assit sur la chaise en face de son bureau, le silence entre eux n'étant plus tendu ou professionnel, mais empli d'une nouvelle sorte d'intimité, née de leur épreuve partagée. « Nous avons tous des défenses, Sébastien. Même vous ?» demanda-t-il, un véritable intérêt dans sa voix. « Surtout moi. » Quelque chose dans son ton, une note de lassitude et de résilience mêlée, le poussa à la regarder plus attentivement. « Pourquoi surtout vous ?» Chloé resta silencieuse un long moment, son regard perdu dans les premières lueurs qui dansaient sur les toits de Paris. Elle débattait intérieurement, se demandant si elle devait franchir cette ligne invisible qu'ils avaient si soigneusement maintenue entre eux, même au milieu de leur fausse romance. C'était une chose de partager un baiser volé sur un yacht, une autre de mettre à nu les cicatrices de son âme, mais l'honnêteté qu'elle avait vue dans ses yeux endormis l'encouragea à prendre le risque. « Parce que quand on doit grandir très vite, dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure, on apprend que montrer sa vulnérabilité est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. » Sébastien se redressa dans son fauteuil, toute son attention désormais entièrement concentrée sur elle. Le PDG avait disparu, laissant place à un homme qui écoutait avec une intensité rare. « Qu'est-ce qui vous a fait grandir si vite ?»« Ma mère. » Les mots sortirent plus facilement qu'elle ne l'avait prévu, comme si cette confession nocturne avait ouvert une valve longtemps scellée. On lui a diagnostiqué un diabète sévère quand j'avais 16 ans. Mon père, mon père a décidé que c'était trop de responsabilités et il est parti. Du jour au lendemain, je suis devenu le pilier de la famille. Elle fit une pause, avalant difficilement la boule qui se formait dans sa gorge au souvenir de cette période chaotique.
J'ai cessé d'être une adolescente normale pour devenir une adulte. Je travaillais l'après-midi après les cours, j'étudiais le soir et je m'occupais de ma mère le week-end. Je n'ai pas eu de fête pour mes 18 ans, je ne suis pas allé au bal des finissants, je n'ai pas eu de petits amis au lycée. Ma seule préoccupation était de m'assurer que les factures étaient à payer et que ma mère avait ses médicaments. Chloé. Le simple fait qu'il prononce son nom avec une telle douceur était une caresse. Et maintenant, son état s'aggrave. La voix de Chloé se brisa légèrement. Les médicaments sont de plus en plus chers. Elle a besoin de dialyse 3 fois par semaine et moi, une larme solitaire, chaude et salée, glissa le long de sa joue, une traîtresse échappée à sa forteresse si bien gardée. Parfois, j'ai l'impression que peu importe à quel point je travaille dur, ce ne sera jamais assez. Sans réfléchir, mu par un instinct protecteur qu'il ne se connaissait pas, Sébastien se leva de sa chaise et s'approcha d'elle. Avec une tendresse qui la stupéfia, il tendit la main et essuya la larme avec son pouce. Le contact fut comme une décharge électrique, mais différente des précédentes. Ce n'était ni la passion ni le désir qui passaient entre eux à cet instant, mais quelque chose de plus profond, de plus intime et bien plus dangereux, une compréhension sincère. « Je comprends pourquoi vous vous protégez autant », murmura-t-il, sans retirer sa main de sa joue, sa chaleur un baume sur sa peau. « Vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Sébastien hocha lentement la tête. « Parce que je fais la même chose. »« Pourquoi ?» Sébastien retira sa main, comme si le contact devenait trop intense, et se dirigea vers les fenêtres, lui tournant le dos pour contempler la ville qui s'éveillait. « Parce que la dernière fois que j'ai fait entièrement confiance à quelqu'un, sa voix était à peine audible, chargée d'une douleur ancienne mais toujours vive, cette personne m'a trahi de la manière la plus cruelle possible. « Qui ?» demanda Chloé doucement. « Valérie. » Le nom sortit comme s'il lui brûlait la gorge. « Nous sommes restés ensemble 3 ans. J'allais la demander en mariage. J'avais tout prévu. Le dîner au Grand Véfour, la bague qui avait appartenu à ma grand-mère, le discours que j'avais répété pendant des semaines. Il s'arrêta, le poids des souvenirs semblant l'écraser. Chloé attendit, sentant qu'il avait besoin de raconter cette histoire, peut-être pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé dans notre lit avec mon meilleur ami et associé. Son rire fut un son amer, dépourvu de toute joie. Apparemment, cela faisait des mois qu'ils préparaient leur coup pour s'emparer de mes parts dans ma première entreprise. Valérie devait divorcer après le mariage et récupérer la moitié de tout ce que j'avais construit. Chloé sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. La cruauté de cette double trahison était inimaginable. Sébastien. Depuis ce jour, continua-t-il sans se retourner, sa silhouette se découpant sur le ciel parisien, j'ai décidé qu'il était plus sûr de garder tout le monde à distance. Les affaires sont plus simples quand on n'y mêle pas le cœur. Le silence qui suivit fut profond, dense, chargé d'une nouvelle compréhension entre eux. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, ils avaient complètement baissé les armes, exposant les blessures qui les avaient façonnées, les cicatrices qui dictaient leur peur. « Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé », murmura Chloé. « Et je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. » Sébastien se tourna enfin vers elle, et dans ses yeux gris, Chloé vit une vulnérabilité qui la toucha au plus profond de son être. « Nous sommes un duo de cœurs brisés qui prétendent être invincibles, n'est-ce pas? On dirait bien, » répondit-elle avec un triste sourire. À cet instant, sous la lumière naissante d'un samedi matin parisien, au sommet d'un empire de verre et d'acier, quelque chose changea irrévocablement entre eux. Ce n'était plus seulement de l'attirance physique ou une alchimie explosive. C'était une reconnaissance mutuelle, la compréhension que tous deux avaient été meurtris par la vie de manière similaire et que peut-être, juste peut-être, ils pourraient trouver une forme de guérison l'un en l'autre. Le lundi matin arriva comme une douche froide. Après l'intimité émotionnelle du week-end, où ils avaient non seulement sauvé le projet de Biarritz, mais aussi partagé leurs vulnérabilités les plus profondes, Sébastien était redevenu le PDG froid et calculateur que le monde connaissait. C'était comme si l'homme qui lui avait confessé sa plus grande blessure avait été scellé à nouveau derrière une armure de professionnalisme glacial. « Bonjour, mademoiselle Martin », la salua-t-il avec une formalité glaciale en arrivant à 8 heures précises, vêtu d'un costume gris anthracite qui le rendait plus intimidant que jamais. « Bonjour, monsieur Beaumont », répondit Chloé, le cœur serré, ayant l'impression que les 48 dernières heures n'avaient été qu'un rêve, une parenthèse enchantée aussitôt refermée. Durant les 3 jours qui suivirent, Sébastien se comporta comme si cette aube dans son bureau n'avait jamais eu lieu. Il ne fit aucune mention de leur confession mutuelle,
aucune référence aux moments de tendresse qu'ils avaient partagés. Il semblait avoir effacé toute trace de vulnérabilité de sa mémoire et relevé les murailles autour de son cœur, plus hautes et plus épaisses que jamais. Chaque email était concis, chaque instruction était dénuée de toute chaleur, chaque regard qu'il posait sur elle était celui d'un supérieur envers une subordonnée, rien de plus. Mais Chloé, elle, ne pouvait pas oublier. Elle ne pouvait pas prétendre qu'elle n'avait pas vu la blessure béante derrière ses yeux gris lorsqu'il lui avait parlé de Valérie. Elle ne pouvait ignorer la douceur avec laquelle il avait séché sa larme, ou la façon dont sa voix s'était brisée en admettant sa propre douleur. Chaque interaction professionnelle était désormais une torture, un rappel brutal du gouffre qu'il avait de nouveau creusé entre eux. Elle se sentait flouée, comme si on lui avait montré un trésor avant de lui en claquer la porte au nez. Le mercredi après-midi, après une réunion particulièrement tendue où Sébastien l'avait traitée avec une froideur qui frisait la cruauté, la reprenant sur un détail insignifiant devant toute l'équipe de direction, Chloé sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle ne pouvait plus jouer ce jeu épuisant, prétendre que ses sentiments n'existaient pas, que le baiser à Saint-Tropez n'avait été qu'une performance, que les heures intimes du week-end n'avaient rien signifié pour elle. Son cœur, qu'elle avait si prudemment gardé, s'était ouvert, et le voir ainsi ignoré et piétiné était une souffrance intolérable. À 17 heures, alors que les bureaux commençaient à se vider, Chloé prit une décision qui allait tout changer. Avec une résolution née du désespoir, elle se dirigea vers la porte en verre du bureau de Sébastien et frappa doucement. « Entrez !» répondit-il d'une voix neutre, sans lever les yeux de son ordinateur. « J'ai besoin de vous parler », dit Chloé, en fermant la porte derrière elle et en tournant le verrou. Le petit clic résonna dans le bureau comme un coup de feu, un point de non-retour. Quelque chose dans le ton de sa voix, une fermeté inhabituelle, le fit enfin lever les yeux. « À quel sujet ? De nous !» L'expression de Sébastien se durcit instantanément, son visage se refermant comme une huître. « Il n'y a pas de nous, Chloé. Il y a seulement un arrangement professionnel qui prend fin la semaine prochaine, quand Tanaka aura signé les contrats définitifs. » Vraiment ? Chloé s'approcha de son bureau, se plantant fermement devant lui, refusant d'être intimidée. « Vous allez prétendre que ce qui s'est passé samedi matin n'a rien signifié. C'était un moment de faiblesse, » répondit-il d'une voix tranchante. « Nous étions fatigués, stressés. Les gens disent des choses qu'ils ne devraient pas quand ils sont vulnérables. C'est ce que vous croyez ?» La voix de Chloé trembla légèrement, non de peur, mais de colère et de peine. « Que ce n'était qu'un moment de faiblesse ? Chloé, s'il vous plaît. » Sébastien se leva et se dirigea vers les fenêtres, lui tournant le dos dans un geste de fuite qu'elle connaissait trop bien. Ne compliquez pas les choses plus qu'elles ne le sont déjà. Compliquer les choses ? Chloé laissa échapper un rire amer. Sébastien, les choses sont déjà compliquées. Elles le sont depuis le moment où nous nous sommes embrassés sur ce yacht. Ce baiser était une erreur. Non, le mot jaillit, plus fort que Chloé ne l'avait voulu. Ce n'était pas une erreur, et vous savez que ce n'en était pas une. Sébastien se retourna lentement, ses yeux gris aussi durs que du granit. « Que voulez-vous de moi, Chloé ?»« De l'honnêteté, » répondit-elle en faisant un pas de plus vers lui. « Je veux que vous admettiez que vous ressentez quelque chose pour moi, quelque chose de réel qui va au-delà de ce jeu auquel nous jouons. »« Je ne ressens rien pour vous, » mentit-il, mais sa voix manqua de conviction, une faille dans sa proclamation glaciale. « Vous mentez. » Chloé se campa devant lui, si près qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux gris. « Vous mentez parce que vous avez peur, parce que Valérie vous a tellement blessé que vous préférez rester seul le reste de votre vie plutôt que de risquer d'aimer à nouveau. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Vraiment ?» Chloé sentit les larmes commencer à lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Alors dites-moi pourquoi vous m'avez envoyé des lilas après m'avoir humilié dans cette réunion. Dites-moi pourquoi vous avez annulé le voyage à Marseille alors que nous aurions pu être seuls dans l'avion. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas pu me regarder dans les yeux ces 3 derniers jours. » Sébastien resta silencieux, la mâchoire crispée, les poings serrés le long du corps. « Dites-moi pourquoi, » continua Chloé, sa voix se brisant légèrement. « Quand vous avez touché ma joue samedi matin, j'ai eu l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Dites-moi pourquoi chaque fois que nous sommes dans la même pièce, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer correctement. »« Chloé, arrêtez. »« Non, » l'interrompit-elle, laissant finalement les larmes couler librement sur ses joues. « Je n'arrêterai pas. Parce que je tais cela depuis des semaines, et ça me tue de l'intérieur.
Elle se rapprocha encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre eux. « Je vous aime, Sébastien », murmura-t-elle, et les mots tombèrent entre eux comme des bombes silencieuses. « Je vous aime, et je sais que c'est de la folie. Je sais que tout a commencé par un mensonge, mais c'est devenu la vérité la plus réelle de ma vie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sébastien la regardait avec une expression que Chloé ne pouvait déchiffrer. Surprise, peur, quelque chose qui aurait pu être de la douleur. « Je vous aime », répéta-t-elle plus fort cette fois. « J'aime la façon dont vous froncez les sourcils quand vous êtes concentré. J'aime comment votre voix devient plus rauque quand vous êtes fatigué. J'aime que vous ayez cette petite cicatrice au menton depuis que vous êtes tombé de vélo à 8 ans et que je ne l'ai remarqué que parce que je ne peux pas m'arrêter de vous regarder. » Sébastien cligna des yeux, comme s'il sortait d'une transe. « J'aime que vous préfériez le café noir simple à toutes ces boissons compliquées, même si vous prétendez que ça vous est égal. J'aime que vous ayez ce buste de l'époque napoléonienne dans votre bureau, parce que c'est la seule chose qui relie l'homme d'affaires brillant au garçon français que vous avez été. J'aime que vous soyez capable d'une tendresse que vous cachez au monde entier. »« Chloé, arrêtez, s'il vous plaît, » murmura-t-il, mais sa voix semblait brisée. « Je vous aime, » dit-elle une dernière fois, « et je sais que vous ressentez quelque chose pour moi aussi. Je l'ai vu dans vos yeux quand vous m'avez parlé de Valérie. Je l'ai senti dans la façon dont vous m'avez touché. Je le sais parce que vous me connaissez mieux que quiconque après ces semaines, et une farce ne peut pas créer ce genre d'intimité. » Elle tendit une main tremblante vers sa joue, mais il recula comme si son contact était du feu. « Je ne peux pas, » murmura Sébastien, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Chloé vit une peur sincère dans ses yeux. « Je ne peux pas revivre ça. » Pourquoi? Parce que quand on ouvre son cœur et que la personne s'en va, sa voix se brisa légèrement. C'est comme mourir un peu, et je suis déjà mort une fois par amour. Je ne peux pas le refaire. Chloé sentit comme si on lui arrachait le cœur de la poitrine. « Je ne suis pas Valérie. Toutes les femmes disent ça. Est-ce que toutes les femmes vous ont dit qu'elles vous aimaient, en sachant que vous les rejetteriez probablement? Est-ce que toutes les femmes ont risqué leur travail, leur stabilité, leur fierté pour vous? » Sébastien ne répondit pas, mais Chloé pouvait voir la guerre qui se livrait derrière ses yeux. « Je ne vous demande pas de m'aimer en retour, » murmura-t-elle, sentant son cœur se briser un peu plus à chaque mot. « Je vous demande seulement de ne pas me traiter comme si j'étais invisible, de ne pas prétendre qu'il ne s'est rien passé entre nous. C'est mieux ainsi, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Pour qui? Pour vous ou pour moi? Pour nous deux. » Chloé hocha lentement la tête, sentant quelque chose mourir en elle. « Je comprends. » Elle se dirigea vers la porte, les jambes tremblantes, mais s'arrêta la main sur la poignée. « Juste pour que vous le sachiez, » dit-elle sans se retourner, « l'homme dont je suis tombée amoureuse n'était pas une farce. Il était réel, et je suis désolée que vous ayez si peur de lui. » Elle ouvrit la porte et sortit, la refermant doucement derrière elle. Sébastien resta immobile, fixant la porte par laquelle venait de sortir la seule femme qui avait réussi à percer toutes ses défenses depuis des années. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne savait pas quoi faire. Et pour la première fois depuis des années, il se demanda s'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. La Fondation Cœur de France avait organisé son gala annuel de bienfaisance dans l'élégant hôtel Georges V à Paris. C'était l'un des événements mondains les plus importants de l'année où l'élite du monde des affaires français se réunissait pour lever des fonds destinés à des opérations de chirurgie cardiaque pour les enfants. Chloé arriva à l'événement vêtue d'une robe de soirée noire qui épousait parfaitement sa silhouette, avec un décolleté discret mais élégant qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon sophistiqué et elle portait les boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à sa grand-mère. Sébastien, impeccable dans un smoking noir, l'attendait dans le hall de l'hôtel. Ils avaient convenu de maintenir les apparences publiques jusqu'à ce que Tanaka signe les contrats définitifs, ce qui devait arriver dans 2 jours. Après cela, ils pourraient officiellement mettre fin à leur fiançailles, et chacun suivrait son chemin. Du moins, c'était la théorie. « Tu es magnifique », murmura Sébastien quand elle s'approcha, et pour un instant, Chloé crut entendre une sincérité authentique dans sa voix. « Merci », répondit-elle avec une froideur professionnelle, prenant le bras qu'il lui offrait. Pendant la première partie de la soirée, ils jouèrent à la perfection le rôle du couple amoureux. Sébastien la présentait avec fierté à d'autres chefs d'entreprise et Chloé souriait avec charme en discutant de sujets allant de la situation économique nationale aux dernières expositions au Grand Palais.
Mais la tension entre eux était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Chaque contact accidentel, chaque regard qui durait une seconde de trop, chaque sourire forcé était un rappel douloureux de la confession restée sans réponse 3 jours plus tôt. Tout changea lorsque Chloé se dirigea vers les toilettes et qu'une voix familière l'arrêta dans le couloir feutré de l'hôtel. « Chloé Martin ?» Je n'arrive pas à y croire. Elle se retourna pour tomber sur Romain Duval, son camarade de promotion à la Sorbonne. Romain avait été son meilleur ami pendant leurs études, et ils avaient perdu le contact après la remise des diplômes, quand il avait déménagé à Lyon pour travailler dans l'entreprise familiale. « Romain !» s'exclama Chloé, avec une joie sincère, le laissant la serrer chaleureusement dans ses bras. « Qu'est-ce que tu fais dans la capitale ?»« Je suis revenu il y a 6 mois, expliqua-t-il avec un large sourire. J'ai monté mon propre cabinet de conseil. Et toi, toujours en train de conquérir le monde de l'entreprise ? Pour la première fois depuis des jours, Chloé rit de bon cœur. Quelque chose comme ça. Je travaille pour le groupe Beaumont. Impressionnant. J'ai toujours su que tu irais loin. Ils restèrent à discuter pendant 20 minutes, se remémorant des anecdotes de l'université, des professeurs excentriques et des rêves qu'ils partageaient pendant les longues nuits d'études à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Romain la faisait rire avec ses imitations de leurs anciens camarades, et pendant un instant, Chloé se sentit de nouveau comme la jeune femme de 21 ans qu'elle était avant que la vie ne la force à s'endurcir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Sébastien les observait depuis l'entrée du grand salon. Au début, il avait simplement remarqué que Chloé mettait plus de temps que d'habitude à revenir. Quand il était sorti la chercher et l'avait trouvée riant aux éclats avec un homme qui la connaissait manifestement bien, quelque chose de primitif et de dangereux s'était réveillé en lui. Il observa la façon dont Romain touchait légèrement le bras de Chloé en parlant, comment elle penchait la tête en arrière quand elle riait, comment ses yeux brillaient d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des jours. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment détendue et heureuse depuis sa confession, et il détestait ça. « On devrait s'échanger nos numéros », disait Romain au moment où Sébastien s'approcha du groupe. « J'adorerais t'inviter à dîner un de ces jours pour rattraper le temps perdu. »« Avec plaisir », répondit Chloé en sortant son téléphone. « Excusez mon interruption. » La voix froide de Sébastien les fit sursauter tous les deux. « Chérie, je te cherchais. » Chloé se crispa immédiatement en entendant le ton possessif dans sa voix. « Sébastien, je te présente Romain Duval, un ami de l'université. Romain, voici Sébastien Beaumont, mon fiancé, » compléta Sébastien en tendant la main à Romain avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Enchanté de faire votre connaissance. »« Le plaisir est pour moi, » répondit Romain, apparemment inconscient de la tension. « Chloé me disait que vous travaillez ensemble. Vous avez bien de la chance d'avoir trouvé une femme aussi extraordinaire. »« Oui, » murmura Sébastien, son bras s'enroulant de manière possessive autour de la taille de Chloé. « Très chanceux. » Après quelques minutes de conversation forcée, Romain prit congé en promettant d'appeler bientôt. Sébastien ramena presque de force Chloé vers le salon, sa main dans le bas de son dos exerçant plus de pression que nécessaire. Le reste de la soirée se déroula dans un silence tendu. Sébastien resta collé à Chloé, interrompant toute conversation qui semblait trop amicale, sa posture dégageant une territorialité qu'elle trouvait à la fois exaspérante et déroutante. Quand ils montèrent enfin dans la voiture de Sébastien pour rentrer, la tension était à son comble. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» explosa Sébastien avant même que le chauffeur ait pu démarrer le moteur. « Pardon ?» Chloé le regarda, incrédule. « Cette exhibition honteuse avec ton ami de l'université. »« Exhibition honteuse ?» La voix de Chloé monta dangereusement. « Parler à un vieil ami est une exhibition honteuse ? Tu le draguais ouvertement, » l'accusa Sébastien, ses yeux gris brillant dangereusement dans la pénombre de la voiture. « Tu es fou !» Chloé se tourna complètement vers lui. « Je ne draguais personne. J'avais une conversation normale avec quelqu'un qui m'apprécie sincèrement. »« Qu'à contrairement à moi ?»« Exactement, contrairement à toi. » Les mots sortirent comme des coups de poignard. Romain m'a parlé comme à un être humain, pas comme à une nuisance qu'il doit tolérer. « C'est ce que tu penses être pour moi, n'est-ce pas le cas ?» Chloé laissa échapper un rire amer. « Sébastien, il y a 3 jours, je t'ai avoué que je t'aimais et tu m'as pratiquement jeté de ton bureau. Depuis, tu peux à peine me regarder dans les yeux. Et maintenant, tu as le culot de me faire une scène parce que je parle à un autre homme. C'est différent. Différent comment? Parce que maintenant qu'un autre homme s'intéresse à moi, tu te souviens soudainement que j'existe ?» Sébastien passa les mains dans ses cheveux, luttant visiblement avec des émotions qu'il ne savait pas comment gérer. «
« Je n'aime pas te voir avec lui. »« Tu n'aimes pas ?» Chloé le regarda avec incrédulité. « Et de quel droit est-ce que ça ne te plaît pas? Tu as dit toi-même qu'il n'y a pas de nous, que ce n'est qu'un arrangement professionnel. »« Je sais, mais... » « Mais quoi, Sébastien ?» Sa voix se brisa légèrement. « Mais tu veux me garder sous le coude pour toujours? Tu veux que je me contente des miettes d'attention que tu me donnes quand ça te chante? Ce n'est pas ça. Si, c'est ça. » Les larmes commencèrent à rouler sur ses joues. « C'est exactement ça. Tu ne veux pas de moi, mais tu ne veux pas non plus que quelqu'un d'autre m'ait. Tu ne peux pas t'engager avec moi, mais tu ne supportes pas de me voir heureuse avec quelqu'un d'autre. »« Chloé, non !» l'interrompit-elle en frappant le siège de frustration. « J'en ai assez. J'en ai assez de tes jeux, de tes contradictions, de me sentir comme une idiote pour t'avoir dit que je t'aimais. » Sans crier gare, Sébastien se rapprocha et l'embrassa avec un désespoir qui la prit complètement par surprise. Ce n'était pas le baiser contrôlé de Saint-Tropez. C'était un baiser affamé, possessif, chargé de jalousie et de frustration refoulée. Chloé répondit par instinct, enroulant ses doigts dans ses cheveux, laissant toute sa frustration et sa douleur se déverser dans ce baiser qui avait le goût du désespoir et des promesses brisées. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux à bout de souffle. Sébastien la regarda avec une expression de choc, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire. « Il faut que ça s'arrête », murmura Chloé, la voix brisée. « Je ne peux plus continuer comme ça. »« Chloé, non. » Elle s'écarta de lui, lissant sa robe de ses mains tremblantes. « Demain, je demanderai ma mutation au service des ressources humaines. Je ne peux plus travailler directement avec toi. »« Tiens, tu ne peux pas faire ça. »« Si, je peux, et je vais le faire. Et si je n'approuve pas la mutation ?» Chloé le regarda droit dans les yeux. « Alors je démissionne. » Le silence qui suivit fut absolu. Sébastien la regardait comme s'il venait de recevoir un coup. « C'est ce que tu veux ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. « Ce que je veux, tu m'as déjà fait comprendre très clairement que tu ne peux pas me le donner, » répondit-elle avec une tristesse qui lui fendit le cœur. « Alors oui, c'est ce que je veux. » Sébastien hocha lentement la tête, mais ne dit plus rien pendant le reste du trajet. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble de Chloé, elle sortit de la voiture sans un mot. Sébastien resta assis, la regardant s'éloigner, luttant contre l'envie de courir après elle et de lui dire tout ce qu'il avait peur d'admettre. Mais il ne le fit pas, et tandis que la voiture s'éloignait dans la nuit, ils savaient tous les deux que quelque chose venait de se terminer définitivement entre eux. C'était le vendredi matin lorsque Patricia, d'une voix tremblante et l'air déconcerté, annonça via l'interphone de toute l'entreprise. « Monsieur Beaumont a convoqué une conférence de presse pour 14 heures dans l'auditorium principal. Présence obligatoire pour tout le personnel de direction. » Chloé leva les yeux de son nouveau bureau au service des ressources humaines où elle travaillait depuis à peine 3 jours. Son cœur s'emballa immédiatement. Sébastien ne convoquait jamais de conférence de presse sans préavis, et encore moins avec une présence obligatoire. « Une idée de quoi il s'agit ?» demanda-t-elle à Karine Bertrand, sa nouvelle supérieure, une femme d'une 50aine d'années avec 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. « Pas la moindre idée », répondit Karine en fronçant les sourcils. « En 20 ans ici, je n'ai jamais vu ça. Sébastien est très méticuleux avec la presse. Il planifie chaque apparition des semaines à l'avance. » La rumeur se propagea dans tout l'immeuble comme une traînée de poudre. À 14 heures, l'auditorium principal de la Tour Beaumont était plein à craquer. Des journalistes du Monde, du Figaro, des Échos et d'autres grands médias occupaient les premiers rangs. Chloé s'assit dans l'une des dernières rangées, le cœur battant à tout rompre. Il ne s'était pas parlé depuis la soirée du gala. À 14h05, Sébastien entra. Il portait un costume bleu marine impeccable, mais Chloé, qui le connaissait si bien, remarqua quelque chose de différent. Il semblait libéré. « Bonjour », commença Sébastien. « Merci d'être ici. Je sais que c'est inhabituel, mais il y a quelque chose que je dois clarifier publiquement. » Il marqua une pause, son regard balayant la salle jusqu'à croiser celui de Chloé. « Ces dernières semaines, les médias ont beaucoup parlé de mes fiançailles avec mademoiselle Chloé Martin. » Un murmure parcourut la salle. « Je suis ici aujourd'hui pour clarifier que ces fiançailles n'ont jamais été réelles. » Le murmure se transforma en un brouhaha de surprise. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Silence, s'il vous plaît », demanda Sébastien. « Permettez-moi d'expliquer. » Il raconta alors toute l'histoire de la réunion avec Tanaka, comment il avait commis une erreur et comment Chloé, par sa vivacité d'esprit, avait sauvé un contrat de 200 millions d'euros. À cet instant, mademoiselle Chloé Martin a pris une décision courageuse et intelligente. Son improvisation a sauvé la négociation.
Le silence dans l'auditorium était total. Je veux qu'il soit absolument clair. La voix de Sébastien se fit plus intense. Que mademoiselle Martin n'a pas agi par intérêt personnel. Elle l'a fait parce que c'est une femme d'une loyauté et d'un caractère exceptionnel qui a fait passer le bien-être de cette entreprise avant son propre confort. Un journaliste leva la main. « Monsieur Beaumont, vous dites que vous avez délibérément trompé vos investisseurs ?»« Je dis, répondit Sébastien sans hésiter, que lorsque mon incompétence a mis en péril l'avenir de cette entreprise, mademoiselle Martin a eu l'intelligence et le courage de trouver une solution. Le projet en Corse que j'ai mentionné ne s'est pas seulement concrétisé, il a dépassé toutes les projections. Pourquoi révéler tout cela maintenant ? Demanda une autre journaliste. Sébastien resta silencieux un instant, et quand il parla, sa voix était empreinte d'une vulnérabilité que Chloé ne lui avait jamais entendue en public. Parce que je ne peux pas permettre qu'une femme extraordinaire soit perçue comme une opportuniste. Mademoiselle Martin est la personne la plus intègre que je connaisse. Elle est intelligente, travailleuse, loyale, et elle a un cœur plus grand que cette entreprise tout entière. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Chloé. Durant ces semaines, continua Sébastien, j'ai eu le privilège de connaître une femme qui a sacrifié sa jeunesse pour s'occuper de sa mère malade, qui a travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille, qui n'a jamais rien demandé qu'elle n'ait amplement mérité. Et maintenant, qu'en est-il de votre relation professionnelle ? Pour la première fois, Sébastien hésita. Ses yeux cherchèrent à nouveau ceux de Chloé. Mademoiselle Martin a demandé sa mutation dans un autre service, une décision que je respecte et qui prouve son professionnalisme. J'espère qu'un jour elle pourra pardonner les erreurs de jugement de son patron. Erreur de jugement ? Insista la journaliste. Oui, répondit Sébastien, la voix maintenant clairement chargée d'émotion. L'erreur de ne pas avoir reconnu plus tôt la valeur exceptionnelle d'une personne extraordinaire. L'erreur de ne pas avoir protégé adéquatement quelqu'un qui a tout risqué pour cette entreprise. L'erreur de... Il s'arrêta puis ajouta, l'erreur de ne pas être assez courageux pour admettre quand quelqu'un change complètement votre vie. Le silence qui suivit était profond. Je ne prendrai pas d'autres questions, annonça Sébastien. Je veux juste qu'il soit clair que Chloé Martin est une héroïne, pas la méchante de cette histoire, et que n'importe quel homme aurait de la chance d'avoir une telle femme dans sa vie. Alors qu'il quittait l'estrade, Chloé n'entendait plus que les battements de son propre cœur. Pour la première fois, Sébastien Beaumont avait mis son cœur à nu devant le monde entier, et il l'avait fait pour elle. 3 jours après la conférence de presse qui avait secoué le tout Paris des affaires, Chloé était à son nouveau bureau, quand elle entendit des voix dans le couloir. « Êtes-vous certain de vouloir faire ça, monsieur Beaumont ?» C'était la voix de Karine, sa supérieure, qui semblait nerveuse. « Absolument certain !» répondit une voix qui arrêta le cœur de Chloé. Un léger coup fut frappé à sa porte. « Entrez !» murmura-t-elle. La porte s'ouvrit sur Sébastien. Il était différent. Il portait un pull en cachemire gris au lieu de son costume habituel, un jean sombre, et ses cheveux étaient légèrement en désordre. Dans ses bras, il tenait un simple bouquet de lilas blanc. « Bonjour », dit-il simplement, ses mains tremblant légèrement. « Bonjour », répondit-elle en se levant. Ils se regardèrent en silence, le poids de tout ce qui s'était passé flottant entre eux. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il s'assit, gardant les fleurs comme une encre. « J'ai vu la conférence de presse » dit Chloé pour rompre le silence. « J'espérais que tu la verrais. Pourquoi l'as-tu fait » Sébastien la regarda droit dans les yeux. « Parce que je ne pouvais plus vivre avec le mensonge. Pas celui que nous avons raconté à Tanaka, celui que je me racontais à moi-même depuis des semaines. Quel mensonge! Que tu ne comptais pas pour moi. Les mots sortirent avec difficulté. Que je pouvais te laisser partir, qu'il valait mieux garder mes distances. Sébastien, non, l'interrompit-il doucement. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je répète ça depuis 3 jours, et si je ne le dis pas maintenant, je n'en aurai peut-être plus jamais le courage. Il prit une profonde inspiration. Quand je t'ai vu avec Romain au gala, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Même pas avec Valérie. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était de la terreur. La terreur de te perdre. La terreur que tu réalises que tu méritais mieux qu'un homme qui a si peur d'aimer qu'il préfère te blesser plutôt que de prendre un risque. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Ce soir-là, quand tu as dit que tu voulais être muté, j'ai réalisé que je t'avais fait exactement ce que Valérie m'avait fait, jouer avec tes sentiments. La différence, c'est qu'elle le faisait par cupidité et moi par lâcheté. Il se pencha en avant, lui tendant les lilas. Ceux-ci sont pour toi, comme ceux que ta grand-mère cultivait à Vincennes, ceux qui te rappellent ton enfance.
Chloé prit les fleurs, leurs mains se frôlant et inhala leur parfum familier. « Chloé, continua Sébastien, la voix maintenant clairement émue, je n'ai pas de discours préparé, juste la vérité. Et la vérité, c'est que je t'aime. » Les mots tombèrent entre eux doux comme des pétales. « Je t'aime d'une manière qui me terrifie, parce que je n'ai jamais aimé comme ça. J'aime la façon dont tu prends soin de ta famille, comment tu as sacrifié ta jeunesse pour ta mère, comment tu arrives à rire même quand tu es triste. Je t'aime parce que tu m'as sauvé cet après-midi-là avec Tanaka, pas seulement d'une perte financière, mais de moi-même. Je t'aime parce que tu as eu le courage de me dire tes sentiments, même en sachant que je pouvais te rejeter. Sébastien, son nom n'était plus qu'un sanglot. Je t'aime, répéta-t-il, en s'agenouillant à côté de sa chaise pour être à sa hauteur, et je sais que je ne mérite pas de seconde chance. Je sais que je t'ai blessé, que j'ai été un lâche, mais si tu m'accordes une chance, murmura-t-il en prenant sa main, je te promets de ne plus jamais me cacher derrière ma peur. Je te promets de ne plus jamais prétendre que tu n'es rien pour moi, alors que tu es tout. Il la regarda avec une sincérité désarmante. Me donnerais-tu cette chance? Pourrais-tu pardonner un homme qui avait si peur d'aimer, qu'il a failli perdre la femme de sa vie? Chloé le regarda longuement, voyant non plus le PDG, mais l'homme vulnérable qui était tombé amoureux d'elle. « Tu m'aimes vraiment ?» chuchota-t-elle. « De tout mon être, » répondit-il sans hésiter. « Et tu ne vas pas fuir quand les choses deviendront difficiles? Je resterai et je me battrai. Pour toi, pour nous. » Chloé sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, guérissant les blessures des dernières semaines. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « D'accord ?» Les yeux de Sébastien s'illuminèrent d'un espoir prudent. « D'accord, » répéta-t-elle plus fort. « Je te donne une chance. Je te confie mon cœur une fois de plus, Sébastien Beaumont. Mais cette fois, tu as intérêt à en prendre soin. » Un rire mêlé de soulagement et de joie pure s'échappa de Sébastien. Il se releva et l'attira contre lui. « Puis-je t'embrasser » demanda-t-il, son front contre le sien. « Tu as plutôt intérêt » murmura-t-elle en souriant à travers ses larmes. Le baiser fut différent de tous les autres. Il était doux, plein de promesses, et scellait un avenir construit non plus sur un mensonge, mais sur la vérité. 6 mois plus tard, le toit-terrasse de la tour Beaumont avait été transformé en un petit paradis. Des lilas blancs et des roses de Damas créaient des arches naturelles au milieu de bougainvilliers fuchsia et de pieds de lavande, donnant un air de jardin provençal suspendu au-dessus de Paris. C'était une cérémonie intime, avec à peine 30 invités, la famille de Chloé venue de Vincennes, quelques amis proches de la Sorbonne et les employés du groupe Beaumont, devenus au fil du temps une seconde famille. Chloé s'avançait vers l'autel improvisé, vêtue d'une simple robe en soie couleur ivoire, ses cheveux ornés de petites fleurs de lilas fraîches. Sa mère, visiblement en meilleure santé, pleurait de bonheur au premier rang. Sébastien l'attendait sous une arche de fleurs, vêtu d'un élégant costume en lin clair, une concession à la décontraction qu'il avait apprise au contact de Chloé. Quand elle arriva à ses côtés, il prit ses mains et murmura assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre « Merci de m'avoir appris que l'amour valait le risque. Merci d'avoir eu le courage d'aimer pour de vrai », répondit-elle en serrant ses mains. L'officiant, un vieil ami de la famille de Chloé, sourit avant de commencer. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un amour né des circonstances les plus inattendues, mais qui est devenu la vérité la plus pure que 2 personnes puissent partager. » Alors qu'ils échangèrent les vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, se promettant honnêteté, vulnérabilité et le courage de se choisir chaque jour, les derniers rayons du soleil peignaient le ciel de Paris de teintes dorées et rosées. Leur histoire avait commencé par un mensonge, mais ils avaient trouvé la plus belle des vérités. Et lorsqu'ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, entourés par le parfum des lilas et les applaudissements de ceux qui les aimaient, ils surent tous les deux que certaines fins ne sont en réalité que de nouveaux commencements déguisés.